Bonjour à toutes et à tous. Le temps que tout le monde se mette en place, on vous annonce qu'on va donc faire ce live sur ce débat. On ne n'est pas raciste, on le devient. C'est dans un tout petit instant, dans une petite minute. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce débat. On ne n'est pas raciste, on le devient. Débat qui se fait dans le cadre des AOC de l'égalité, les apéros d'origine contrôlée qui ont lieu jusqu'au 12 décembre. La Clé des Ondes, comme O2 Radio, eh bien, sont les partenaires médias girondins de cet événement annuel, la 13e édition. On va donc parler aujourd'hui de ce thème. On ne n'est pas raciste, on le devient. Et je suis avec Johan Iriart du RAMI. Bonjour Johan. Bonjour. Donc le RAMI, le réseau des acteurs pour l'histoire et la mémoire de l'immigration. On remercie chaleureusement la Clé des Ondes de nous accueillir et de nous permettre de réaliser cet événement, cette table ronde radio, avec nos invités qui sont Carole Reynaud-Paligot, qui est historienne et sociologue à l'Université de Bourgogne et qui a aussi été commissaire de l'exposition Nous et les autres, qui a été déployée au Musée de l'Homme de Paris et qui sera présentée à Bordeaux, au Muséum, en juin 2021, si tout va bien, normalement. Bonjour Carole, merci de nous rejoindre. Nous sommes aussi accompagnés de Rui Wang, qui est cofondateur de l'Association des jeunes chinois de France, qui est membre du parti Place Publique et qui est aussi élu à Pantin. Bonjour Rui. Bonjour. Je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer à cette émission. Il faut savoir qu'elle sera ponctuée par des extraits du film documentaire La ligne de couleur, qui est réalisé par Laurence Petit-Jouvet. C'est un film documentaire qui dépeint la perception du racisme sous la forme d'autoportraits et d'histoires personnelles qui sont déclamées et filmées, bien sûr, par les témoins eux-mêmes. Ce film est disponible gratuitement sur YouTube, et cela afin d'aider à lutter contre les discriminations dans un contexte social actuel, on va en reparler, que l'on sait difficile et qu'il est nécessaire de désamorcer, ou en tout cas de contribuer à apaiser. C'est un film qui y contribue très fortement. On peut aussi préciser qu'il est présenté dans l'exposition Nous et les autres, sous la forme de différentes petites capsules. Je terminerai en disant que cette émission elle est réalisée donc dans le cadre des AOC de l'égalité. Les AOC de l'égalité, c'est quoi? Ce sont les apéros d'origine contrôlée, une manifestation culturelle annuelle qui met en lumière des sujets de société, des sujets d'actualité, au travers de performances et d'événements artistiques, aussi bien que culturels. Ça peut être des projections de films, des émissions de radio comme ici, du théâtre, des concerts. Et le but, c'est de ensuite tenir un débat public autour de cet apéro, donc ce concept de l'apéro, est vraiment pour encourager une libre expression et un moment de convivialité qui permet d'ouvrir vraiment les esprits et de parler d'égalité et d'inégalité en toute liberté. Je remercie les partenaires pour cet événement qui devait se tenir en physique au Musée d'Aquitaine, donc qui était notre partenaire. Je remercie l'ALIF, qui est aussi le coordinateur général de cette manifestation, l'Interréseau Mémoire Histoire, dont le RAMI fait partie, et donc notre association que je représente ici. Et je me permettrai de poser quelques questions en tant que militant associatif de ce réseau. Voilà. On signale juste avant Oui. de lancer un premier extrait pour entamer le débat que ce débat est donc diffusé en même temps sur la FM et en même temps sur Facebook et sera également disponible sur le site des AOC de l'égalité, aocégalité.fr. Normalement, tout ça à peu près en même temps.
On signale également que du côté de... Et on refera le programme aussi à la fin de cette émission, mais il y a tout un programme sur les jours à venir qui se passera également, et bien sûr, la clé des ondes, mais également chez nos amis d'Eau Radio et également en ligne, bien entendu. Donc, nous allons regarder un petit extrait. Hop. Un petit extrait. Donc, la personne qui est interviewée, je vais changer le partage d'écran. C'est ici. La personne qui est interviewée, c'est une actrice française d'origine japonaise qui s'appelle Yuji Fujimori. C'est une actrice de théâtre qui a un petit peu de mal, entre guillemets, à trouver des scènes et à assumer un petit peu de jouer et se mettre en lumière. Et donc, elle fait beaucoup de doublage et elle raconte un petit peu quel type de film et quel personnage elle a tendance à doubler, ou en tout cas pourquoi on l'engage. Voilà. Ce qui est drôle, c'est que même dans le doublage où l'on n'entend que les voix, Vraiment ? La question de ma différence se pose encore. Je suis employée le plus souvent pour doubler des actrices d'origine asiatique. Au gré des films, je puis être chinoise, japonaise, vietnamienne ou coréenne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une comédienne japonaise au théâtre ? Donc, première question qui va s'adresser plutôt à Carole Reynaud-Paligo. Carole, est-ce que les races, ça existe ou pas ? Alors, d'un point de vue biologique, depuis quelques dizaines d'années, il y a pratiquement un consensus au sein de la communauté scientifique pour dire que la notion de race, elle n'a pas de pertinence scientifique. Alors, on peut l'expliquer assez brièvement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de différence génétique entre des populations d'origine différentes. La génétique aujourd'hui montre qu'il peut y avoir des différences, mais des différences très faibles finalement. Et le fait que ces différences soient faibles, le fait qu'il soit difficile d'établir des frontières entre les groupes que l'on reconstitue à partir des éléments génétiques, le fait qu'on puisse prendre plusieurs critères et que selon les critères qu'on prend, et finalement on fait des groupes, on arrive à faire des groupes différents. Bon, toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, le caractère scientifique de la notion de race a été réfuté par la communauté scientifique. Alors, on ne t'entend pas, Johan. Je rajoute juste une question, mais quand on parle du coup de la communauté scientifique, c'est sur des aspects biologiques, mais il y a forcément les questions de race, et on le verra, c'est tout l'objet du débat après, sur les questions. Voilà, alors, je ne sais pas quel temps de parole j'ai à chaque fois, parce que je peux avoir beaucoup de choses à dire. Je peux éventuellement, évidemment, rajouter, d'un point de vue sociologique, pour certains sociologues, la notion de race n'existe plus biologiquement, mais c'est une réalité sociale, c'est-à-dire qu'on continue à percevoir, à faire des groupes, et il faut prendre en compte, évidemment, ces catégorisations qui sont toujours opérantes. Et aussi, certains disent qu'il faut continuer à utiliser le terme de race, mais d'autres ne sont pas d'accord. Question qui suit et qui me semble assez logique à poser, peut-être à tous les deux. Si la race n'existe pas biologiquement, mais socialement, par contre, qu'est-ce que c'est être raciste, que ce soit au niveau scientifique ou social pour vous? Alors, avec Evelyne Heyer, quand on a conçu l'exposition qui va donc être présentée à Bordeaux, on a essayé de donner une définition et cette définition, donc, elle englobe 3 éléments. Le premier élément, c'est la catégorisation, c'est-à-dire que assez spontanément, parce que des catégories circulent dans la société, on assigne une identité en fonction de la couleur de la peau, enfin, en fonction des critères phénotypiques ou de ce qu'on sait de l'origine des gens, etc. Donc, on catégorise, premier élément. Deuxième élément, on hiérarchise, c'est-à-dire qu'on attribue des caractéristiques psychologiques, morales, intellectuelles, physiques parfois, aux individus qu'on catégorise.
et en même temps, on hiérarchise, hein, c'est-à-dire qu'on va valoriser certaines catégories et dévaloriser des autres. Donc là, évidemment, c'est là que ça commence surtout à poser problème. Et puis, troisième élément, on a tendance à figer ces stéréotypes, finalement, ces attributs. Et figer, ça veut dire qu'on essentialise, hein, on dit ils ne peuvent pas changer ou ils peuvent difficilement changer, ils sont comme ceci, etc. Voilà, donc c'est ces trois étapes qui, pour nous, avec Evelyne et moi-même, nous permettent de dire qu'on est dans une situation raciste. Et puis, j'ajouterais, si je puis me permettre une chose, bon, moi je ne suis pas chercheur, théoricien, mais acteur dans la société, je vis les différentes mouvances dans la société. Je dirais que être raciste, c'est également avoir moins d'empathie, connaître un mur émotionnel vis-à-vis de la souffrance de l'autre, la souffrance d'une personne qu'on considère être d'une autre race, eh bien, ça nous dérange moins. Le terme d'empathie, je pense qu'il est en effet bien choisi. Sur ce côté, il peut être aussi bien scientifique que très basé sur l'affect, l'empathie. Et du coup, oui, j'ai envie de vous demander, au vu aussi des événements auxquels vous avez participé, vous pourrez peut-être nous en parler justement, des manifestations qui étaient liées notamment en 2016 aux violences que la communauté asiatique avait pu subir près d'Aubervilliers et à Paris. Est-ce qu'on peut garder son calme face aux racistes? Alors, c'est toujours très difficile de garder son calme, hein, parce que on sait que derrière les actes de racisme, ce sont des souffrances psychologiques, des souffrances physiques, parfois la mort. C'est dur de contenir sa colère. Néanmoins, parfois, on arrive à instaurer un dialogue et si on s'y prend suffisamment tôt, notamment avec des enfants, on peut faire comprendre que l'autre, en fait, est comme soi-même et que, en fait, la souffrance de l'autre, un jour, on pourrait la vivre aussi. En l'occurrence, en 2016, les souffrances étaient non seulement, j'ai envie de dire, existentielles, personnelles, du ressort de l'identité, mais elles ont été aussi physiques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler un petit peu les différents faits qui ont eu lieu et puis la réaction que votre association et vous-même avez pu avoir à ce moment-là? D'accord. Alors, bien avant 2016, hein, Oui. depuis très très longtemps, il y a déjà des agressions physiques, verbales, sur des personnes d'origine asiatique. Et puis, je dirais depuis environ les années 2000, il y a une idée selon laquelle les Asiatiques, les Chinois seraient riches. Ça a été notamment colporté par certains reportages qui sont très mal faits, mais qui ont envoyé ce message. Et puis, dans les banlieues pauvres, il y a eu des adolescents qui se sont mis à aller agresser en fait leurs voisins asiatiques, pensant qu'ils ne réagiraient pas, qu'ils auraient plein d'argent dans les poches. Et puis, c'était même devenu en fait un rite initiatique, c'est-à-dire, entre guillemets, se faire un Chinois. C'était dit comme ça en fait par les personnes arrêtées. Se faire un Chinois était en fait un passage obligé dans la bande pour être reconnu. Et donc, depuis environ 2014-2015, on avait remarqué que à des moments très réguliers, par exemple tous les samedis soirs, dans le même quartier, notamment les 4 chemins entre Pantin et Aubervilliers, mais aussi c'est le même phénomène dans d'autres villes, hein, parfois à Belleville aussi. Donc, mêmes heures, même jour, tous les samedis, eh bien, il y avait des personnes asiatiques qui se faisaient agresser pour leur argent. Et puis, l'agression, parfois, n'était pas seulement pour l'argent, puisque elles étaient aussi accompagnées d'insultes.
Parfois, je dirais, de plus en plus fréquemment, on remarquait que les agresseurs agressaient physiquement leurs victimes d'abord pour réduire leur capacité à répondre et ensuite faire leur poche. Et c'est ça qui avait provoqué la mort en 2016 d'un monsieur qui s'appelle Zhang Shaolin. Il avait d'abord été agressé, il a perdu connaissance et ensuite les agresseurs ont fait les poches du monsieur. Bon, il s'avère que le monsieur n'avait pas grand-chose, hein. Il avait un paquet de cigarettes et quelques bonbons. Et cette agression avait conduit 2 jours après à la mort de la victime. La mort de cette victime avait provoqué un grand sentiment de frustration parce que parmi les familles d'origine chinoise et asiatique qui vivent en Seine-Saint-Denis, on a toutes un membre de notre famille, de notre entourage, si ce n'est nous-mêmes, qui a été agressé selon le même mode opératoire. Donc, on s'est levé comme un seul homme. On a fait plusieurs manifestations, en fait. Ça a commencé par Aubervilliers pour réclamer plus de moyens de sécurité. Et puis, ça s'est terminé par une très grande manifestation sur la place de la République à Paris. On a profité en fait de cette émotion et de l'intérêt des médias pour parler de quelque chose qui nous touche depuis très longtemps, hein. Moi-même, par exemple, je l'avais vécu. Ce sont les agressions verbales sur nos origines, le fait que des mots pouvaient nous donner l'impression d'être exclus du groupe, de la société. C'est quelque chose que nous avons tué. C'est quelque chose que nos parents n'ont pas voulu révéler à la société, soit parce qu'ils travaillent. Et en fait, lorsqu'ils arrivent en France, nos parents, leur seule priorité, c'est de survivre et puis de pouvoir élever leurs enfants. Donc, ils sont moins, je dirais, dans le combat pour la reconnaissance et pour l'égalité, alors que nous avons été élevés à l'école française, l'école de la République. Donc, je dirais que nous avons une moindre capacité à supporter l'inégalité et quelque chose qui ne devrait pas exister. Donc, nous avons pris la parole et nous avons révélé à la société française le racisme qui vise les Asiatiques, sachant que, alors je prends un exemple, en 2012, il y a eu un rédacteur, un journaliste de Slate qui a commencé à enquêter le sujet, et je me rappelle que le président de la LICRA d'alors, hein, qui est Alain Jakubowicz, avait dit que on ne connaît pas parce que les informations ne viennent pas jusqu'à nous. Donc, il a fallu attendre 2016 pour que une grosse manifestation des Chinois et des Asiatiques, suite à la mort de M. Zhang Shaolin, parle en masse de ce sujet, et on continue à en parler parce que ce racisme n'est pas éteint. Il est simplement, jugulé de temps en temps, mais à l'occasion de certains faits divers, de certaines disputes internationales, ça peut faire la réapparition et puis nous faire subir les conséquences dans notre vie quotidienne. Si je peux poser une question supplémentaire, mais effectivement, ce racisme anti-asiatique existe depuis des dizaines d'années. Ça a été le péril jaune il y a un bout de temps, mais ça a continué jusqu'à aujourd'hui où n'importe qui serait typé asiatique pourrait être victime de racisme. Ça a été le cas lors de l'arrivée de l'épidémie du Covid, où on a vu des actes, des propos qui ont pu être injurieux parce que le virus venant de Chine, il y avait un lien presque de causalité. Voilà. Ma question, c'est sur les solidarités qui ont pu exister quand même pour lutter contre, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est apparu assez peu dans la sphère publique d'une manière générale, jusqu'à cette forte mobilisation à laquelle vous avez participé et à l'organisation. Moi, je vois du rapport qu'il y a dans les radios associatives qui ont été un lieu, des fois aussi, de lutte, de solidarité, d'entraide pour certaines communautés. Je pense beaucoup aux communautés portugaises, aux communautés espagnoles et maghrébines qui ont régulièrement des émissions sur un grand nombre de radios associatives depuis leur création, alors particulièrement quand même la communauté portugaise qui s'est vraiment saisie des radios associatives pour ça. Est-ce qu'il y a
de la même manière des réseaux de solidarité qui permettent une médiatisation via des médias alternatifs ou en dehors de ces médias, quel réseau de solidarité il existe? Alors, il existe des médias associatifs comme ça. Je pense notamment à une radio qui s'appelle Radio Mandarin Europe, qui est diffusée sur la RNT. Il y a une chaîne qui est diffusée sur la TNT qui s'appelle Mandarin. Mais néanmoins, ces canaux sont, comment dire, très limités dans leur audience. Et puis, s'il s'agit de parler du racisme et du mal-être vécu par des membres de cette communauté, auprès des membres de cette communauté, je dirais l'effet est très limité. Mais ce qu'on a remarqué, c'est vraiment que la société française et les médias nationaux se sont emparés du sujet à partir de 2016. Et là, c'est vraiment très, très bien, très positif. Et ensuite, je dirais que les associations de lutte contre le racisme plus traditionnelles, SOS Racisme, l'ICRAM, RAP, LDH, à partir de ce moment-là, se sont également emparés du sujet. Maintenant, je m'en félicite, hein, ces associations accompagnent systématiquement ou quasi systématiquement lorsqu'il y a des agressions et que c'est possible de qualifier juridiquement d'agression raciste. Je vous propose la diffusion justement d'un extrait de votre entretien, Rui, lors du film La ligne de couleur. Et ensuite, j'aurai une question pour Carole Reynaud qui est en lien, mine de rien, avec ce bout d'entretien. Pour moi, qui ai fait toute ma vie ici, c'est quand même un peu bizarre d'aller là-bas. Beaucoup pensent que je ne suis pas français, mais chinois. J'ai pourtant été nourri des valeurs de la République française. Je pense en français, je rêve en français. À l'école, on se moquait souvent de moi. Les camarades me faisaient des boutades en se tirant les yeux, en se bouchant le nez pour imiter un accent qu'ils croyaient chinois. Un accent que je n'avais pas. J'étais comme l'enfant différent, le fils illégitime qui n'a pas eu le même pain que les autres. En fait, je me sentais presque comme un bâtard. Longtemps, je n'ai pas compris pourquoi je devais forcément être identifié à un autre, à celui qui est, entre guillemets, jaune comme moi, mais dont je ne partage ni les intérêts ni les habitudes. Question pour Carole Reynaud-Paligo. Est-ce que cet extrait pourrait bien illustrer la notion d'assignation, de cliché et de représentation que l'on peut se faire, alors ici en l'occurrence à propos de la communauté asiatique, que des personnes pourraient partager en fait? Oui, tout à fait. Donc, on voit bien que l'assignation, c'est-à-dire l'attribut de caractéristiques qui passe par des stéréotypes, c'est un moment central dans la genèse de ce racisme. Mais en fait, je voudrais surtout attirer l'attention sur... il ne s'agit pas seulement de chercher une définition, mais de comprendre comment ça se fabrique. Et dans le cas présent, on peut prendre l'exemple et pourquoi et comment ces stéréotypes continuent à circuler dans la société. Alors, ces stéréotypes, ils sont parfois anciens, mais en fait, avec le contexte historique, ils changent aussi. Et donc, il faut arriver, pour lutter contre le racisme, semble-t-il, il faut arriver à comprendre pourquoi ça circule encore et qui fait circuler, c'est-à-dire identifier, analyser la construction d'un phénomène. Ça veut dire repérer les acteurs, hein, les acteurs qui sont responsables de cette circulation de stéréotypes. Et à partir des exemples historiques, on voit bien comment ça s'est mis en place pour le nazisme, pour la ségrégation raciale aux États-Unis, comment les politiques, les milieux économiques, qui a trouvé intérêt à tout ça. Et cette grille de lecture, on peut l'appliquer à la société actuelle et se dire comment se fait-il que des stéréotypes aussi simplistes continuent encore à circuler. Et là aussi, il faut regarder donc la responsabilité des différents acteurs, les politiques, hein,
On voit bien dans la bouche de certains présidents des États-Unis, comment les stéréotypes sur les Asiatiques circulent, comment les usages politiques de ces stéréotypes dans un contexte international marqué par des rivalités entre des grandes puissances, etc. À l'échelle nationale, on voit bien aussi comment ça circule dans la bouche aussi des hommes politiques, des stéréotypes sur les Roms, etc. Donc voilà, essayons d'analyser au plus près la circulation, la production, regardons quel rôle jouent les médias aussi, parce que dans la circulation des stéréotypes, les médias ont une part de responsabilité. On ne peut pas les accuser de racisme comme ça se déroulait donc à des périodes antérieures. En revanche, on a des études de sociologues qui montrent très bien que les médias, parfois involontairement, eh bien, ils font circuler des stéréotypes voilà, sur les jeunes de banlieue. Ils sont comme ceci, toujours avec la même tenue vestimentaire, toujours avec la même position entre délinquance et l'égalité. Enfin, voilà, donc il faut comprendre comment ça se produit, comment ça se construit. Et ensuite, me semble-t-il, on peut plus facilement lutter plutôt que de rester sur un discours moralisant qu'il ne faut pas forcément arrêter, mais qui ne suffit pas, me semble-t-il, à lutter efficacement contre le problème. Alors, vous avez soulevé un point qui est très intéressant, c'est la représentation médiatique, mais aussi peut-être dans ce qui recouvre un petit peu plus la société du spectacle. Les films, le théâtre, on l'a vu avec donc, le tout premier extrait, Yumi, qui a des difficultés à assumer son rôle d'actrice et qui se voit uniquement confier des rôles de doublage d'acteurs asiatiques, alors qu'on est sur du doublage, on ne voit pas la personne, elle n'a pas d'accent asiatique, rien ne se passe. Est-ce que finalement, ce manque de représentation sociale et médiatique, il tend totalement à entretenir ces assignations et ces préjugés sur l'existence des races? Oui, bien sûr, ça continue. Là, on reste vraiment prisonnier des stéréotypes les plus simplistes, parce que cet exemple, il montre bien l'absurdité de la situation. Donc, ça veut dire que je pense qu'on ne s'est jamais vraiment engagé dans une politique suffisamment volontariste pour décortiquer, comprendre les mécanismes, quel contexte favorise tel propos raciste, quels acteurs jouent des rôles. On n'a pas assez lutté contre cela et on lutte pas assez aussi contre les stéréotypes. Par exemple, regardons ce qui se passe dans les manuels scolaires. Au sein de l'éducation nationale, on n'a jamais fait de cette cause une priorité. Alors, il ne s'agit pas d'engager une cause militante à l'école, ce n'est pas le but de l'école. Par contre, l'école, elle est là pour donner des outils de compréhension du monde et étudier le racisme en cherchant à comprendre comment il se fabrique, comment il s'est fabriqué et comment il se fabrique aujourd'hui, c'est une dimension tout à fait primordiale qu'il faudrait impulser de manière très volontariste au sein de l'éducation nationale, c'est-à-dire au sein des programmes scolaires. Voilà, il me semble qu'on en est encore très loin. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire entre ce décalage, entre l'indignation nationale au moment des événements tragiques qu'on rencontre, et puis le travail de fond qu'il faudrait entreprendre de lutte à tous les domaines, dans tous les domaines, c'est-à-dire la pénalisation, mais aussi l'éducation, etc. Et là, on a un décalage très élevé dû à un manque de volonté. Je souhaiterais passer à la deuxième partie de votre autoportrait, Rui, et avoir votre sentiment, parce que ça rebondit un petit peu sur justement cette question de la représentation des personnes au sein des médias et au sein de la création artistique globale en France. C'est plus tard que j'ai compris. Alors que j'ai pris racine en France, il y a et il y aura toujours des gens qui me regarderont avec suspicion, comme peut-être regarder un homosexuel ou un malade. Quelle que soit ma personnalité ou mes aspirations, je porte une étiquette avec tous les stéréotypes de l'homme asiatique, sage, travailleur, petit, asexué, souvent informaticien ou combattant d'arts martiaux,
escroc ou exploité, toujours réservé, jamais séducteur. Tu as vu déjà, toi, dans un film français, un Asiatique jouer le rôle d'un homme complet? Je vais te confier une question que je me suis toujours posée. Est-ce que je suis accepté dans ce pays? Donc ma question, assez simplement, est-ce que le fait de vous faire cette phrase sur est-ce qu'on a déjà vu un acteur asiatique, mais on peut remplacer par beaucoup de couleurs de peau et beaucoup d'origine la personne qui jouerait l'acteur dans des films français, jouer un rôle principal sans être envoyé finalement à quelque chose de très basé sur des préjugés et des clichés. Est-ce que cette réflexion, vous l'avez eue très jeune, dans votre enfance par exemple, et est-ce que c'est quelque chose de personnel ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt discuté avec des amis par exemple? C'est les deux en fait, hein. Ce que j'avais remarqué, c'est que j'avais pas vu de personnage principal dans les bandes dessinées, dans les dessins animés de super-héros qui soit pas blanc en fait. Et c'est très très étonnant. C'est lors de ce film que j'avais découvert que les femmes noires avec des cheveux crépus étaient considérées comme pas belles. Alors que moi personnellement, et même les personnes qui sont de culture asiatique n'ont jamais dit que les femmes aux cheveux crépus étaient pas belles. Et donc, vraiment, là, ça veut dire qu'il y a, tout le poids, en fait, de la culture, du conditionnement qui fait que, eh bien, une fois adulte, on va réagir d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est, encore une fois, ça a des conséquences sur la vie quotidienne de beaucoup de gens. Vous rendez-vous compte que lorsque les enfants, ils ont été éduqués dans leur famille, à la télé, dans les dessins animés, à apprendre à considérer que, par exemple, le mec asiatique, lui, il fait du kung-fu, il est surtout pas dans un rôle masculin sexualisé, la femme asiatique très sexualisée, et on peut aussi parler de la femme noire, de la femme arabe. Eh bien, en fait, ça va avoir énormément de conséquences sur la vie quotidienne et sur le comportement des gens. Et donc, notre société, tout à l'heure, Carole le disait bien, en fait, notre société est un peu infectée de toutes ces représentations. Et dans notre imaginaire, on a plein de réflexes, en fait, qui ont été acquis et dont on a vraiment du mal à se défaire, quoi. Tout à fait. Et j'ai envie de rajouter que ça ne se retrouve pas que dans des films ou dans des productions artistiques françaises, ça se retrouve vraiment à l'international, aux États-Unis, hein, qui se dit un modèle justement de société d'intégration de minorités, d'origine multiple, très multiculturelle, mais au final, quand il y a un film avec une personne noire ou une personne asiatique, elle est immédiatement renvoyée à des clichés et quelque chose qui parle au plus grand nombre. Malheureusement. Malheureusement, tout à fait. Je vous propose d'enchaîner, après je prendrai votre réaction à tous les deux, puisqu'on est sur la clé des ondes et que la clé des ondes aime parler de politique. J'aimerais qu'on écoute le témoignage de Mehdi Bigarden, qui est élu à Clichy-sous-Bois, qui était élu comme assistant à la mairie et qui va nous parler justement de la perception de sa personne. Pour la première fois, nous, enfants d'immigrés, avons rappelé que nous sommes des citoyens français à part entière et non entièrement à part. J'ai été élu maire adjoint avec 67%. Et je me souviendrai toujours des larmes de fierté de mes parents lors de mon investiture. Mais entrer au conseil municipal n'était pas l'étape la plus difficile. Savez-vous que beaucoup encore ont du mal à accepter qu'un Français, au nom et au faciès maghrébin, brigue des fonctions républicaines? Je rappelle très rapidement que nous sommes en compagnie de Carole Reynaud-Paligo, historienne et sociologue à l'Université de Bourgogne, et Rui Wang, responsable de l'association des jeunes Chinois de France à Paris. Après cette
court extrait qui parle vraiment de la représentation politique et de la question, est-ce que quand on a le faciès d'un étranger, est-ce qu'on représente la République? Est-ce que ça ne vient pas interroger aussi le rôle des médias, mais surtout le rôle des institutions, des prises de parole politiques, qui sont soit forcément victimaires, soit dans l'accusation. Et je prends pour exemple ce qui est arrivé à Christiane Taubira ou à Madame Obono de la France Insoumise plus récemment, où soit on la caractérise comme une sous-femme, soit on la caractérise comme une esclave. Et tout cela de façon très médiatique et très propagée par l'ensemble des médias. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Peut-être Carole Reynaud, Paligo, est-ce que les politiques ont une forme de responsabilité et comment on pourrait en tout cas améliorer ces prises de parole-là, les éviter? Oui, bien sûr qu'ils ont une responsabilité. Donc, je l'ai pointé tout à l'heure parce que voilà, les stéréotypes s'expriment aussi à très haut niveau dans les élites, parmi les élites politiques, intellectuelles, médiatiques. Ça continue à circuler. Donc, c'est là qu'il faut commencer à lutter. Et puis, ce que vous me dites là, ça me fait bien sûr... ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte notre histoire et cet héritage qu'on n'arrive pas à intégrer à notre histoire nationale. Hein, c'est-à-dire que les travaux sur l'immigration, finalement, quand on regarde l'historiographie, ils sont assez récents. Hein, ça date des années 80-90 qu'on commence à se tourner vers notre histoire de l'immigration. Et c'est encore pas devenu une partie intégrante de notre, entre guillemets, identité nationale. Et d'autant plus quand cette immigration, moi ce que j'ai vu dans mes travaux historiques, c'est que l'immigration des pays voisins, de pays qu'on jugeait proches, de races qu'on jugeait proches, disait-on à l'époque, elle a été plus facilement intégrée que cette immigration plus lointaine, hein, de pays qui paraissaient plus éloignés de nous. Alors, à une certaine époque, on parlait d'éloignement racial, hein, on pensait que c'était des races éloignées, etc. Eh bien, c'est tout cet héritage-là qu'on a du mal à évacuer et au contraire, on a du mal à intégrer vraiment l'histoire de l'immigration à notre pays. Donc ça, c'est aussi un travail politique, hein, au sens plein du terme, c'est-à-dire intégrer cette histoire-là dans les manuels scolaires et sortir de ces images de victimisation. Hein. Le rapport à l'Afrique, ce n'est pas seulement l'esclavage, c'est autre chose aussi qui s'est déroulé. Bon, il y a un énorme travail à faire qui s'est engagé dans le champ de la recherche depuis quelques décennies, mais qui a encore du mal à passer dans l'espace public, je pense. Oui, ma question, vous qui peut-être êtes aussi en contact actuel avec des responsables politiques, vous faites entendre aussi votre voix au sein de différents partis, est-ce que ça tend à évoluer? Peut-être pas cette représentation directe, mais au moins cette écoute qui serait un peu moins condescendante ou descendante. Est-ce qu'on vous écoute moins comme une victime et est-ce que vous vous sentez force de proposition active et membre voilà, au niveau politique d'un mouvement positif? Alors, c'est vrai qu'il y a une dichotomie dans la société et aussi dans les sphères politiques entre le discours universaliste et puis l'application réelle, c'est-à-dire que les personnes de couleur, d'origine lointaine, sont souvent renvoyées à leur identité. Alors, ça dépend des partis et ça dépend des moments, mais parfois quand les responsables politiques parlent, ils vont encore en fait faire appel, sans le dire, au racisme et à la xénophobie pour gagner de l'électorat. Je pense notamment tout simplement à un discours qui a été tenu récemment par un de nos ministres sur les communautés. Et bien, ce type de discours, en fait, a des conséquences en fait très très lourdes, encore une fois, sur la vie quotidienne des gens. Parce que quand un haut représentant de l'État tient un discours en fait renvoyant à la xénophobie, et bien tout simplement,
tout un pan de Français se considère vraiment comme attaqué, exclu. Et donc, c'est dans leur identité que les gens ressentent cette agression. Donc, après, c'est très, très difficile pour les partis de réparer les blessures. Ensuite, il y a souvent quelque chose que je n'aime pas, sur lequel il faut être très vigilant, c'est ce réflexe de rechercher des personnes de couleur, d'origine étrangère parmi les élus, et puis ce que j'appelle la politique du pot de fleurs, quoi. Eh bien, ça crée un plafond vert, et puis ça empêchera en fait les gens d'avancer. D'autant plus qu'en fait, la progression dans l'échelle sociale et dans l'échelle politique dépend de certains codes qui ne sont pas enseignés à l'école, qui sont détenus par l'élite, par une certaine bourgeoisie. Et donc, parfois, il y a, je dirais, une superposition entre l'appartenance à une minorité dans le pays et l'appartenance à une couche sociale qui était déjà à la base plus défavorisée. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Voilà. Et puis j'ajoute un dernier point, c'est qu'au niveau politique, en France, tout comme aux États-Unis, parfois il y a ce phénomène du dernier arrivant ferme la porte. C'est-à-dire que, pour le dire de façon un peu crue, parfois les victimes peuvent aussi devenir des bourreaux. Elles vont être plus agressives, elles vont tenir également des discours de rejet vis-à-vis de personnes appartenant à d'autres minorités. Et puis, donc, ça nécessite, au niveau de la société, des institutions, beaucoup de vigilance. En tout cas, à mes yeux, cette vigilance, elle est insuffisante. Et donc, je pense profondément qu'au fond, si la France applique un discours universaliste, il faut vraiment qu'on arrive à atteindre, comment dire, l'indifférence. C'est-à-dire que les minorités, quelque part, ont droit à l'indifférence, qu'on cesse de toujours les renvoyer à leur appartenance religieuse, ethnique, sexuelle. Et donc, les personnes, quel que soit le groupe ethnique ou religieux auquel elles appartiennent, elles peuvent très bien tenir des rôles qui sont en dehors de cela. Et c'est précisément ce que je veux pour mon propre parcours politique. Bon, je prends juste 2 minutes, si vous me permettez, de parler de ce que j'ai fait. J'ai voulu porter en fait mon engagement politique à partir de 2018, mais sur la base de l'expérience associative militante que j'ai acquise sur le racisme. Je veux vraiment que les partis, les institutions permettent ce droit à l'indifférence. Et moi-même, je suis arrivé aux responsabilités avec d'autres alliés politiques, notamment le Parti socialiste à Pantin. Et je souhaite que, alors déjà moi-même, mais d'autres élus, d'autres partenaires, on puisse être sur d'autres sujets, d'autres portefeuilles que uniquement entre guillemets, le communautaire. Et puis, bon, à ma satisfaction, je suis sur d'autres sujets que cela. Mais c'est encore une fois vraiment une vigilance de tous les jours sur tous les terrains et ça prend du temps, quoi. J'ai envie de dire qu'elle concerne non seulement des responsables ou futurs responsables politiques, mais elle concerne toute la société civile, hein, finalement. Éviter de renvoyer justement quelqu'un à son origine et prôner, ce que vous avez dit, c'est un mot très bien choisi, je trouve, l'indifférence. Et dans la ligne de couleur, il y a un passage qui me semble important sur cette notion-là, que je vais vous diffuser maintenant. C'est Alice Diop, réalisatrice, qui lit un passage de Frantz Fanon et qui parle justement de ce renvoi à une différence constante. Dieu sait pourquoi, Fanon songe à Paris. Son hostilité, les labyrinthes de ses ghettos, la cruauté des regards des Blancs qui l'excluaient tout en suivant avec une attention ininterrompue, calculatrice, son moindre geste, sa moindre parole, son moindre souffle. Certains jours, sa peau brune plissée, criblée de rougeur, littéralement. Il se rappela l'indifférence et l'invisibilité qu'il s'imposait pour soulager la tension d'être constamment vu, et pire, vu comme quelque chose de pas tout à fait humain. Une créature dont il ne pouvait empêcher les autres de croire que c'était bien elle qu'il voyait.
Voilà, c'est vrai que c'est très violent, mais en même temps, quand il parle de tension ininterrompue, d'être vu constamment, c'est exactement moi ce que je ressens quand je vais dans une soirée, ou même quand je prends le train, ou même quand je suis dans un endroit où j'ai pas besoin d'être, on n'a pas l'habitude de me voir. C'est pas forcément des regards racistes. Là, il parle vraiment d'un contexte colonial très fort, mais cette idée de tension ininterrompue, d'être constamment vu, c'est quelque chose qui peut pas mieux raconter, je pense, cette espèce de violence du regard, en fait. C'est de la violence de jamais être justement vu comme quelque chose d'incolore. Et que c'est ça que je trouve magnifiquement dit et moi, qui me parle à un point incroyable, quoi. Je l'aurais pas mieux dit, en fait. Donc, je trouve que ça ponctue plutôt bien ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, mais petite transition aussi. Une question plutôt pour Carole Reynaud, Paligo. Est-ce que l'esclavage et le colonialisme ont finalement contribué totalement à diffuser, mais aussi à officialiser ces théories de race et ces notions de supériorité blanche finalement? Et puis finalement, comment ça s'est construit pendant cette période-là, cette pensée de la supériorité? En quelques mots, je sais que c'est compliqué, mais... Oui, non, non, mais c'est des choses bien connues maintenant. C'est ce sentiment de supériorité des nations européennes sur les autres sociétés et civilisations qui s'étaient pas engagées dans la voie de la modernité ou du progrès technique dont on mesure maintenant les limites, mais à l'époque, voilà, on était dans un discours totalement enthousiaste pour tout ça. Et puis la volonté de domination, tout simplement, a entraîné ces représentations dépréciatives. Bon, tout ça, c'est bien connu. Maintenant, moi, ce que je propose, c'est de se centrer sur les héritages. C'est-à-dire que plutôt que de poser un postulat du type « ça continue, c'est toujours la même chose », ça ne peut pas continuer, en fait, ce n'est pas toujours la même chose. Le contexte historique, il a profondément changé, il n'y a plus de colonies, mais il y a du néocolonialisme. Voilà, donc maintenant, il faut passer à un autre type d'analyse, plutôt que de dire ça continue, pour comprendre comment ça se manifeste aujourd'hui et analyser les rapports de domination. C'est-à-dire que si on se centre sur l'héritage, finalement, on se trompe un peu de cible. Ça ne veut pas dire que les héritages ont disparu, ils sont toujours là, mais il faut comprendre pourquoi ils sont toujours là et par quels canaux ils passent pour pouvoir lutter contre. Mais aussi, il faut regarder les rapports internationaux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le racisme envers tel ou tel groupe sans analyser les relations internationales entre la Chine et les États-Unis, ou sans analyser le rapport que les sociétés européennes ou occidentales ont avec l'Afrique. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des rapports de domination parce qu'on achète à très bas prix les matières premières qui nous viennent de là-bas, parce qu'on exploite la main-d'œuvre, parce qu'on profite d'une main-d'œuvre immigrée moins chère, etc. Parce que sur la scène internationale, les nations qui étaient des anciennes nations colonisatrices imposent toujours leurs lois et font de l'ingérence dans la vie politique de leur ex-colonie. Voilà, c'est tout ça qu'il faut examiner, c'est-à-dire comment finalement les rapports de domination continuent ou se reconfigurent pour qu'on comprenne pourquoi il y a des sentiments dépréciatifs sur certains groupes, parce que les sentiments dépréciatifs, la dévalorisation qui mène au racisme, eh bien, elle prend forme dans des rapports de domination qu'il faut, à mon avis, mieux analyser. Parce qu'on ne peut pas lutter contre les stéréotypes si on ne lutte pas en même temps contre les rapports de domination entre les pays, entre les groupes sociaux, etc. Sur cette question des rapports de domination, on vit un moment où visiblement il y a quand même des propos, voire des actes qui se multiplient dans la sphère politique, comme Johan pouvait le rappeler avec les caricatures sur la députée Danielle Obono, et comme il y a pu y avoir aussi Christiane Taubira il y a quelques années grimée en singe. On est dans un moment avec la loi de séparatisme qui aussi eh bien, va viser les personnes de confession musulmane. Il y a eu le souhait de dissoudre le CCIF qui lutte contre l'islamophobie en France. Et l'un des arguments développés,
c'est que les opinions du CCIF constituent des agissements, et là je cite, en vue de provoquer des actes de terrorisme, et qu'il défend et promeut une notion islamophobie particulièrement large. Et la Ligue des droits de l'homme analyse ça comme le fait que le gouvernement nous montre que plus personne n'est à l'abri de telle ou telle poursuite. Il y a cette recherche d'un délit d'opinion qu'on retrouve aussi sur une mission d'information parlementaire qui a été lancée par 2 députés des Républicains, qui doit se prendre aux dérives intellectuelles et idéologiques dans le milieu universitaire. Comment vous deux, à partir de vos points de départ qui sont différents, Carole Reynaud-Paligot en tant qu'universitaire et Rui Wang en tant que associatif et également engagé politiquement, comment vous analysez cette période dans laquelle, de notre sens à la Clé des Ondes, il y a un racisme qui semble se redévelopper encore plus. Alors, on avait déjà eu les années Hortefeux, les années Sarkozy, mais là, il y a clairement quelque chose, et c'est sans parler, bien sûr, des violences policières et de la loi sécurité globale. Voilà. Je ne sais pas comment vous analysez ce moment que l'on vit quand on parle de lutte, et puis d'aller aussi à la source de comment la manière qu'on devient raciste et comment l'État peut jouer aussi là-dessus. Une question large aussi, hein. Qui commence? Je vous laisse commencer. Merci. Alors, je crois qu'on peut l'analyser en termes d'usage politique. Finalement, on en a vu beaucoup dans l'histoire d'usage politique. Et on est là, me semble-t-il, dans une diffusion d'analyses qu'on peut qualifier de nationalistes ou de néo-nationalistes. Et malheureusement, on est dans un contexte où ce type d'idéologie se propage un peu partout dans le monde, hein. On a des exemples de plus en plus de pays où des partis nationalistes se sont installés dans le paysage politique, sont même arrivés au pouvoir. Et là, les derniers événements que vous venez d'évoquer, ça me donne l'impression que ces idéologies nationalistes progressent dans l'échiquier politique français, au sein d'autres partis politiques qui, à première vue, n'étaient pas vraiment situés dans cette sphère-là du politique. Et c'est des idéologies qui, par définition, portent des valeurs de rejet de l'autre, hein. On rejette tout ce qu'on imagine comme différent. On mobilise des théories du bouc émissaire. Si ça ne va pas, c'est à cause d'eux. Voilà, dans toutes ces idéologies que j'appelle nationalistes, qu'on retrouve à différentes époques de notre histoire et qui sont en pleine activité, en plein essor maintenant, eh bien, on a toujours cette activation, hein, de se focaliser sur un groupe, une communauté, et de la rendre responsable de l'absence de cohésion nationale, du séparatisme, etc. Ça prend, évidemment, le vocabulaire se reconfigure au fil du temps parce que voilà, le vocabulaire ancien, il est tellement marqué qu'on ne peut pas le réutiliser, mais on en trouve d'autres. Mais finalement, c'est un peu de la même veine, vous voyez, le même filon qu'on exploite ici. Et ça me paraît évidemment particulièrement inquiétant. Et c'est contre cela qu'il faudrait qu'on arrive à se mobiliser pour décrypter et pour tirer la sonnette d'alarme, parce qu'on sait, à travers les exemples historiques qu'on a vus, que ça peut être extrêmement dangereux. Donc, un sentiment d'inquiétude et voilà, une nécessaire mobilisation, un décryptage. Voilà, l'histoire doit nous servir aussi à analyser ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est un peu embêtant pour moi parce que Carole, vous avez tellement bien dit que j'ai beaucoup moins de choses à dire. Peut-être juste pour compléter, à mon sens, il y a une stratégie. Il y a une stratégie de certains partis, de certains hommes et femmes politiques de pointer du doigt, entre guillemets, le communautarisme, parce qu'ils savent qu'il y a effectivement ce nationalisme ambiant qui marche électoralement
Et donc, ils vont souffler sur les braises pour pouvoir récolter les fruits électoralement. Et puis, il y a souvent très nombreux hommes et femmes politiques qui parlent de laïcité, de protection de la laïcité. Au fond, ce sont parfois ces mêmes personnes qui n'appliquent pas et qui ne connaissent pas la loi sur la laïcité. Je prends un exemple. La laïcité impose que ce soit l'État qui protège le droit de culte, le droit de croire ou de ne pas croire. Eh bien, parfois, il y a des personnes qui sont en responsabilité dans des institutions, soit universitaires, soit politiques, dans le cadre d'une audition parlementaire, qui interdisent à des personnes voilées d'entrer ou de parler. Or, c'était un droit que l'État accordait. Voilà. Ce type de schizophrénie nous mène en fait à une société qui est de plus en plus tendue, violente, et je trouve que vous avez tout à fait raison, Carole, de parler du nationalisme. Nous sommes à une époque où en fait les pays sont en train de prendre cette voie. C'est très inquiétant parce que ils sont en plus en train de s'armer militairement. Donc, il se pose vraiment la question de quelle est la place que la France veut accorder en fait à la différence et quelle est la place que la France veut jouer dans le monde et dans l'histoire. Parce que si la France ne veut pas, ou la société française a du mal à accorder une place aux minorités, aux plus faibles, eh bien, je pense que le pays sera sévèrement jugé par l'histoire. Ça, c'est une chose. Je voulais ajouter un point, c'est que il y a sans cesse en France de nouveaux arrivants. Ce qui défraie la chronique depuis quelque temps, ce sont les migrants qui arrivent du sud de la Méditerranée, parfois du Proche-Orient. Et tout à l'heure, je disais que souvent les derniers arrivants ferment la porte. Je pense que notre pays a besoin de reconsidérer ce que c'est que l'universalisme et ce que c'est que la citoyenneté. Parce que parfois, on confond l'appartenance à la citoyenneté française, ce qui veut dire détenir un passeport, être de nationalité française, et la présence physique de personnes de culture d'origine étrangère sur le sol français, ce qui veut dire des personnes détenant un permis de séjour sur le sol français. Cette différence fait qu'on peut très bien considérer qu'une personne est présente sur le sol français, a une vie familiale, économique, sans pourtant vouloir ou sans pourtant avoir vocation à devenir française. Aujourd'hui, on confond les deux et on pense que parfois les gens, quand ils arrivent en France, ils vont finir par devenir français, ils vont finir par vouloir devenir français, ce qui est faux. Tout à l'heure, Carole, vous disiez que les reconfigurations du pouvoir économique, diplomatique dans le monde, nous amènent à nous reconsidérer et reconsidérer notre regard vis-à-vis des minorités. Mais si notre pays accepte, nos sociétés acceptent qu'une personne étrangère vivant sur le sol français peut continuer à vivre en toute quiétude sans pourtant devenir français, donc sans pourtant avoir des droits politiques au même titre que les autres Français, eh bien, ça nous résoudrait beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce que ces personnes qui vivent sur le sol français, qui peuvent s'épanouir, mais tout en restant étrangères, et sans jamais demander la naturalisation, elles ont droit, eh bien, ça va permettre en fait à la France de pouvoir s'appuyer sur un vivier, sur des personnes qui sont souvent très bien éduquées, qui détiennent des savoir-faire, qui ont une valeur économique, qui peuvent contribuer à la société, à l'enrichissement, tout en n'ayant pas besoin de se poser la question de quels sont leurs droits politiques, si ce n'est le droit d'être protégé. Voilà. C'est, je pense, vraiment un chantier que nous devons ouvrir, qui n'est aujourd'hui pas assez discuté.
J'aimerais passer sur un autre sujet qui a déjà été un petit peu évoqué, mais le croiser un petit peu avec l'actualité, liée notamment aux violences policières, à l'affaire Michel Zecler. Mais avant ça, on sait que le quinquennat actuel est vraiment centré sur la mémoire. Carole Reynaud-Paligot, vous nous en avez parlé juste avant. C'est vrai qu'il serait nécessaire peut-être d'instaurer des travaux au sein de l'éducation nationale, peut-être, pour parler de la différence, pour parler de l'histoire de l'immigration. Bien entendu, l'association pour laquelle je travaille et le réseau pour lequel je travaille, nous faisons des ateliers dans les milieux scolaires, donc on essaie de travailler sur cette notion-là. Mais avec un quinquennat qui est aussi centré sur la mémoire, un nombre impressionnant de commémorations, pour contribuer, selon les dires d'Emmanuel Macron, à écrire un roman national, quelle serait la place de la mémoire d'actes racistes, négatifs, hein, un petit peu victimaires, comme le meurtre de Malik Oussekine ou la mort d'Adama Traoré, dans ce roman national? Mais on peut aussi voir l'autre côté de la pièce, quelle serait la place aussi dans ces commémorations-là, et donc dans ce roman national, d'actes plus positifs, comme des actes qui mettent en valeur des étrangers ou des personnes d'origine étrangère. Je pense notamment au rôle des étrangers et des personnes immigrées dans la résistance. Pourquoi ils ont tant de mal à être mis en avant? Autant ces actes qui ont fait des victimes, des meurtres, des violences policières, que des actes héroïques et des actes très positifs. Pourquoi on a autant de mal à les ancrer dans le roman national, comme on dit, mais aussi dans des manuels d'histoire au sein des collèges, des lycées. Et pourquoi? Bon, les universités sont moins concernées, mais en tout cas au sein des collèges et des lycées. Peut-être Carole en premier, si vous avez un mot à dire là-dessus. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison de soulever ces points-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde en face certaines choses et qu'on arrive difficilement à le faire, c'est-à-dire notre République, elle n'a pas été toujours exemplaire, hein, quand elle s'est installée difficilement. Et moi qui ai étudié plutôt la Troisième République, hein, j'ai rencontré toutes ces résistances, hein, consistant à refuser de regarder la réalité en face, c'est-à-dire que la Troisième République a produit un racisme colonial, et j'ai vu comment tout ça avait été finalement un peu mis à l'écart de notre histoire. Et aujourd'hui, on a encore extrêmement des difficultés, hein, parce que on pense que aborder des aspects critiques, ça va ébranler l'édifice. Alors on s'engage dans une politique qui est pour moi pas la bonne, c'est-à-dire continuer à proclamer encore plus fort et à afficher les valeurs de la République, et à essayer de demander à tout le monde d'adhérer à ces valeurs, alors qu'en même temps, on n'est pas capable bien de regarder, d'analyser que notre République, elle n'a pas toujours été exemplaire. Donc je crois qu'il faut, si on veut valoriser les valeurs de la République, on ne peut pas le faire en occultant, en cachant, en enfouissant les moments ou les dimensions où ces valeurs n'ont pas été respectées envers les femmes, envers les minorités, envers les colonies, etc. On ne peut pas enfouir tout ça sous le tapis. C'est pas possible, parce que les personnes qui sont les héritiers de cette histoire-là, elles ne peuvent pas l'accepter, et parce que c'est pas sain d'afficher des valeurs et de refuser de regarder qu'elles n'ont pas toujours été bien mises en application. Voilà, donc on est dans ce discours-là ambivalent, et il faut en sortir, me semble-t-il. Et puis un autre point que je voudrais aussi aborder avant la fin, c'est-à-dire que je pense que, je l'ai suffisamment dit, il faut prendre en compte toute la société pour voir comment ça se construit, ça se fabrique, etc. Mais il ne faut pas oublier, et on avait commencé là-dessus à travers le premier témoignage de Rui, c'est-à-dire qu'il faut aussi analyser les problèmes de racisme à l'échelle individuelle, et évoquer les souffrances des individus qui sont les victimes. Et il y a une dimension qu'on n'aborde pas suffisamment, me semble-t-il, c'est les conséquences sur les parcours individuels, professionnels de ces personnes. Or, pourtant, dans le champ scientifique, on a des études en psychologie sociale, en sociologie, qui montrent que cette stigmatisation, ce racisme,
il produit il a des conséquences qui sont vraiment très lourdes en termes de dévalorisation de soi-même. Quand on est stigmatisé, quand on est rangé dans une catégorie qui est dévalorisée, eh bien, on sait que ça a des répercussions sur le parcours scolaire des enfants. Hein, le fait d'être stigmatisé, d'être classé, mis dans un groupe culture dévalorisée, mauvais élève, eh bien, on sait qu'avec ce que les psychologues sociaux appellent la prophétie autoréalisatrice, la personne intègre le stigmate, se dévalorise et finalement, elle réussit moins bien. Hein, on a toute une série d'expériences qui nous viennent des psychologues sociaux. Donc ça, il faut aussi regarder cette réalité-là en face et l'intégrer parce que voilà, la réussite scolaire aujourd'hui dans notre société, c'est quelque chose de déterminant dans les carrières professionnelles. Donc il faut prendre en compte ces aspects au niveau individuel aussi et essayer d'y remédier. Hein. Je souhaiterais poser une question justement à Rui. Si j'ai parlé de ces commémorations et de ces actes qui étaient terribles justement, peut-être à commémorer aussi, est-ce que si à l'école on doit intégrer un petit peu on doit carrément intégrer même l'histoire de l'immigration, est-ce qu'on pourrait intégrer l'histoire justement des dérapages, des actes et des violences policières à la formation des policiers, à l'école de police? Est-ce que ce serait quelque chose qui serait réalisable et envisageable? J'ose même pas le prononcer, quoique, allez, c'est fait. Est-ce que c'est quelque chose qui serait faisable, un petit peu libérer la parole sur cette thématique-là au sein des écoles de police? Alors, j'ai une réserve, c'est que je ne connais pas et je n'ai jamais participé aux formations des policiers. Ce que je sais, en revanche, c'est que certaines associations de lutte contre le racisme interviennent. Alors, je ne sais pas à quel titre et sous quelle intensité elles interviennent dans les écoles de police, mais aussi parfois dans les écoles de l'éducation nationale. J'ai été invité à participer sous différentes formes à des formations, des explications devant les élèves. Donc, vraiment, là, je ne sais pas comment répondre à votre question à propos des écoles de police. En revanche, je pense que, encore une fois, commencer à appliquer la loi, ça serait déjà pas mal. C'est-à-dire que la loi existe, il y a des punitions qui sont prévues lorsqu'il y a des faux qui sont avérés, des faux témoignages, des fausses déclarations de la part de policiers. Alors quand ce ne sont pas des policiers, bien sûr, c'est puni, mais on sait que quand ce ne sont pas des policiers, eh bien, ça peut ne pas être puni. Voilà. Sur ce qui concerne Adama Traoré ou d'autres morts, je pense que vraiment, quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a pas d'outils factuels pour prouver que à ce moment-là, un agent de police a commis une erreur, je ne dis pas que c'était la volonté de l'agent de police de tuer, mais il y a vraiment une erreur, une faute qui a été commise. Et si c'est seulement parole contre parole, eh bien, on sait que les forces de l'ordre, parce qu'elles sont forces de l'ordre, ne seront pas inquiétées. Mais on a besoin, je pense, de restaurer la confiance. Notre pays a besoin de la police. Notre pays a besoin de la police. Notre pays a besoin que les quelques policiers ou quelques gendarmes qui ont fauté eh bien, soient reconnus comme fautifs. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter l'opprobre sur tous les policiers, ni même qu'il faut les condamner sévèrement, mais vraiment simplement appliquer la loi. Et je pense que ce que demandent en fait les victimes, c'est qu'on arrête cette dichotomie entre les grandes déclarations, d'une part, et l'application dans la vie réelle qui est vraiment trop loin de ce qui nous a été appris, de ce qui a été déclaré. Et je rejoins donc ce que disait Carole. Commencer à appliquer ce qui est dit, commencer à appliquer ce qui a été écrit depuis très longtemps, parfois depuis la Déclaration des droits de l'homme, eh bien, ça serait vraiment pas mal. C'est sûr. Je pense qu'on peut passer sur une dernière question, Xavier, si tu es d'accord.
Ouais. J'aimerais simplement avoir votre avis à tous les deux sur un terme, ou plutôt deux termes qu'on pourrait opposer, ou en tout cas mettre en parallèle. Est-ce qu'il existe selon vous un racisme explicite et un racisme diffus? Et comment on définirait et l'un et l'autre? Pardon, est-ce que vous pourriez mieux encore répéter une fois la question? Donc, je demandais si, à votre sens, il existerait des formes de racisme explicites et est-ce qu'il existe aussi des formes de racisme diffus, mais comment on pourrait définir mieux ces termes-là, notamment en les illustrant peut-être? Pour ma part, si jamais je devais parler de racisme explicite, bien entendu, le racisme d'État me viendrait en tête, notamment ce qui s'est passé en Afrique du Sud, l'apartheid, mais le racisme diffus serait peut-être un racisme un petit peu plus lancinant, qui s'insère non seulement dans la tête des personnes de la société civile, mais aussi au sein de la tête des dirigeants et qui finalement pourrait se retrouver ensuite dans des lois. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être le définir de façon un petit peu plus scientifique ou plus claire? Et si peut-être je peux ajouter, je ne sais pas si ça va tout à fait en ton sens, Johan, mais est-ce que dans le racisme diffus, il y a aussi, alors ça fait partie des travaux que mène notre radio associative qui a une émission qui s'appelle Le Guide du Bordeaux colonial, un travail sur les noms de rue de personnalités ayant participé eh bien, à un racisme ou au colonialisme ou à de l'esclavage. Est-ce qu'il y a ce travail-là? Alors, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans ce racisme diffus, mais quand on célèbre autant que ça à Bordeaux, par exemple, Jacques Chaban-Delmas, maire bâtisseur qui a régné sur la ville pendant des dizaines d'années, mais qu'on oublie qu'il a également, par exemple, nommé le général Bijard en Algérie et inauguré les centres de torture. Est-ce que ça, par omission, participe à un racisme diffus? Je dirais que la frontière est poreuse entre les deux. Le racisme diffus, c'est en fait le racisme de la vie quotidienne, du tous les jours, qui n'est pas facile en fait à condamner au tribunal. Donc, ça serait les petites phrases, ça serait en fait les omissions dont vous parlez. Ce serait notamment en fait les choix, parfois qui ne sont pas justifiés. Pourquoi est-ce qu'on choisirait une personne dans une entreprise plutôt qu'une autre? Pourquoi est-ce qu'on l'enverrait plus sur un poste qu'un autre? Eh bien, le décisionnaire n'a pas besoin de justifier. Parfois, même s'il justifie, il ne dirait pas vraiment le fond de son raisonnement. Donc, la conséquence serait le racisme plus explicite, c'est-à-dire, je disais, la vie quotidienne, le fait que les personnes de minorités ethniques ou religieuses soient mises à l'écart et un moindre accès à la promotion sociale, que les personnes de minorités ethniques ou religieuses soient finalement parfois victimes d'agressions physiques, d'agressions directement verbales, qui deviennent cette fois-ci condamnables au tribunal. Mais en fait, c'est très très difficile de combattre le racisme diffus parce qu'il est déjà partout. Il est déjà partout. Et là, tout d'un coup, je pense à deux images. Je vous propose de réfléchir à la première image de Jésus-Christ que vous voyez. Promenez-vous dans la rue et à quoi ressemble une représentation de Jésus. Également, imaginez une représentation d'Alexandre Dumas. Qui imaginerait qu'Alexandre Dumas n'est pas complètement blanc, qu'il est de couleur, qu'il a des cheveux crépus? Qui imaginerait que Jésus, en fait, il ne ressemble pas du tout à un blond aux yeux bleus, mais probablement à un maghrébin basané. Et donc, vous voyez jusqu'où il faut aller pour combattre le racisme diffus, l'omission et tout ça. C'est un travail énorme. Carole Reynaud, vous avez peut-être un dernier mot à ajouter? Oui, sur l'exemple de Bordeaux, ça me fait tout à fait. C'est un très bon exemple de ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire sur le fait qu'on occulte une partie de notre histoire républicaine
Et voilà, donc ça, c'est vraiment l'exemple très révélateur du problème qu'on a à gérer et qu'on a à prendre en main. Donc, bravo à toutes ces initiatives associatives qui, des fois, et même souvent, montrent la voie à des dimensions aux politiques publiques. Et sur le caractère diffus, oui, je crois qu'il faut réfléchir à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où maintenant, on a tendance à euphémiser les problèmes et les sentiments. C'est-à-dire que si on se replace quelques décennies en arrière, on tenait plus explicitement des propos violents au moment de la guerre d'Algérie. Enfin, quand on regarde la presse au moment de la guerre d'Algérie, on est complètement saisi d'effroi en voyant comment dans la presse, des insultes racistes vraiment d'une très grande violence s'exprimaient. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On a une législation qui interdit cela. Alors, ça veut dire qu'on progresse peut-être dans le bon sens avec tout ça, mais en même temps, on se trouve confronté à un autre défi, c'est-à-dire qu'on euphémise les choses. Et, alors, par exemple, on ne dit plus qu'il y a une infériorité biologique, mais on va passer sur le registre du culturel. Voilà, on va dévaloriser les cultures, mais on va toujours les essentialiser, comme si quelqu'un naissait avec sa culture ou la culture de ses parents et qu'il la gardait toute sa vie. C'est une aberration en sciences sociales. Tous les travaux d'anthropologie nous montrent qu'un immigré n'arrive pas avec sa valise et il ne range pas sa culture dans un placard. Sa culture, elle évolue au fil des contacts, etc. Tout ça est dynamique, ça évolue au fil de la vie. Donc, mais vous voyez bien que cette essentialisation culturelle, c'est en fait une reformulation de ce vieux principe qui avait des racines plutôt biologiques avant. Et alors, c'est assez pervers parce que vous avez, par exemple, on euphémise dans le sens où on ne dit plus ils sont inférieurs, mais on va dire ils sont différents. Et quand on passe au registre de la différence, on va sembler faire preuve de tolérance, puisque ça, on a bien vu ça dans les années 80-90 au sein de l'extrême droite française. On ne proclamait plus, on ne parlait plus d'infériorité, mais de différence et de respect des différences. Et quand vous poussez ce soi-disant respect des différences, vous arrivez à dire les immigrés, ils ont une culture différente, donc il vaut mieux qu'ils restent dans leur pays, et puis nous, on reste avec notre culture. Donc, vous voyez comment tout cela est assez pervers, parce que ça se présente sous une forme de tolérance, et en fait, c'est un différentialisme qui peut être raciste, chacun chez soi, on ne se mélange pas, donc on refuse toute forme de mélange culturel. Voilà, donc ça veut dire que ça se recompose, et sous une forme un peu adoucie, mais qui, voilà, qui reste extrêmement pernicieuse, dangereux, et c'est sur ce type de discours qu'il faut être vigilant, surtout quand on voit là récemment comment ça se diffuse finalement dans des secteurs de la société qu'on croyait plutôt à l'abri, dans des partis politiques qui n'étaient pas du côté de l'extrême droite, dans des milieux universitaires qui voilà, sont sur un plan de la réflexion scientifique, de la tolérance. Voilà, donc les derniers échos qu'on en a sont particulièrement inquiétants. Oui. Si je peux poser une ultime question, d'ailleurs peut-être préciser aussi que si la Cléson a eu une initiative autour du guide du Bordeaux colonial, il faut rappeler qu'il y a eu des travaux qui ont été faits avant, soit par des chercheurs, soit par des militants, et j'en citerai un en particulier qui est Carfa Diallo, qui à Bordeaux a beaucoup porté cette question-là, même si sa manière de faire peut être des fois critiquée dans le microcosme bordelais. Il est évident que cette personnalité qui a mis ce débat publiquement et avec sa ferveur a fait avancer aussi considérablement les choses médiatiquement. Juste toute dernière question pour vous deux. Vous le disiez et vous le rappeliez encore, Carole Reynaud, cette période qui est aussi sombre par les lois qu'il y a ou les missions d'information, comme je le rappelais tout à l'heure, sur les dérives où l'idée c'est presque de faire du macartisme, quoi, de traquer une opinion qui ne serait pas la bonne. Quelles espérances ou quels espoirs vous voyez encore aujourd'hui qui existent
dans les champs que vous connaissez le mieux, les champs associatifs, universitaires ou politiques? Où sont les motifs d'espoir et d'espérance? Essayez de trouver un peu de lumière dans cette période sombre. L'espoir, on peut peut-être tourner nos regards vers les enfants, parce que finalement, quand les études nous montrent que jusqu'à un certain âge, ils sont à l'abri des stéréotypes, à l'abri des catégorisations. Les jeunes enfants, avant qu'ils intègrent ces catégories qui circulent dans la société, ils ne voient pas les différences de couleur de peau, ils ne voient pas... voilà, ils ne se centrent pas sur les différences qui, à un âge ultérieur, deviennent des critères de catégorisation extrêmement forts et violents. Donc voilà, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut regarder pour se dire que il y a de l'espoir, parce que tout ça n'est pas inscrit dans une nature humaine, on n'est pas dans une fatalité, le racisme a toujours existé, il existera toujours. Non, on a des exemples historiques qui nous montrent qu'il y a eu des périodes d'harmonie entre des groupes sociaux ou culturels différents. On a des jeunes enfants qui ne sont pas encore contaminés par ces idéologies et ces réflexes. Donc, je pense qu'on peut rester optimiste et mieux mettre en valeur cet héritage-là aussi de notre histoire et de l'histoire de l'homme, parce que quand on regarde aussi ce que nous disent les généticiens des populations, c'est que l'homme, les groupes se sont formés, certes, mais ils se sont toujours mélangés. Hein, c'est ce qui aussi rend caduque la notion de race appliquée à l'homme. C'est qu'il y a toujours eu des mélanges entre des groupes qui se sont formés. Quand on regarde, je trouve assez fascinant l'histoire de la sortie de l'homme de l'Afrique. Hein, il est sorti par petits groupes. Ces petits groupes se sont dispersés. Donc il y a toujours eu des groupes, mais ces groupes, ils n'ont jamais été clos, hermétiques. Ils se sont toujours plus ou moins mélangés avec le groupe voisin. Donc là aussi, c'est un signe qui me semble pouvoir conduire à l'optimisme. Alors, j'ai encore une fois moins de choses à dire, puisque Carole, vous avez très très bien dit, et je suis absolument d'accord. D'ailleurs, mon fils de 8 mois, j'ai l'impression que lui, il ne remarque pas les différences de couleur. Je pense qu'il faut donner du temps au temps. En fait, que ce soit l'intégration ou l'assimilation, au fond, en France, parfois, on appelle l'intégration ce qu'on voudrait comme de l'assimilation. En réalité, en France, ça marche, ça prend du temps. Seulement, quand on est pressé et qu'on veut mesurer à l'échelle de quelques années, bien sûr qu'on ne constate pas que ça a marché. Mais au fond, si on regarde sur l'échelle de plusieurs générations, eh bien, les gens se sont intégrés, voire assimilés. Et la culture française a évolué. Il y a eu des apports de personnes d'origine étrangère ou de descendants de personnes d'origine étrangère que la France a intégré. Maintenant, peut-être qu'il y a un moment, alors, tout à l'heure, on disait il faut accepter et le reconnaître. Tout à l'heure, je pensais à Dumas. Il faut reconnaître que Dumas n'était pas 100% blanc, qu'il était métis. Eh bien, à partir de là, en fait, les relations vont être beaucoup plus apaisées dans la société. Eh bien, c'est un très bon mot de la fin. Je pense qu'on peut tous vous remercier. Carole Reynaud-Paligot, Rui Wang, je vous remercie d'avoir contribué à maintenir cette rencontre qui était initialement prévue en présentiel, en physique, au musée d'Aquitaine. Et on en a fait une rencontre, une table ronde numérique qui s'est plutôt bien déroulée avec des propos très riches. Je pense que les auditeurs iront dans ce sens-là. Je remercie la Clé des Ondes d'avoir pu faire exister cette rencontre numérique, et particulièrement Xavier Ridon, notamment pour ses apports et ses questions qui étaient très pertinentes. Et bien entendu, je continue de saluer les partenaires, le RAMI bien sûr, l'ALIF, la Clé des Ondes donc, et l'Interréseau Mémoire-Histoire et le Musée d'Aquitaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On indique également donc
cette émission sera retrouvée sur le site de clésondes.fr et que les AOC de l'égalité durent jusqu'au 12 décembre. Un mot d'ailleurs pour signaler le débat qui aura lieu ce samedi grâce à O2 Radio sur les questions d'aide alimentaire. Ce sera également là sans doute un débat riche à venir. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Je suis né à Montreuil, originaire des Antilles, donc français depuis 4 siècles. Malgré ça, on m'a toujours pris pour un arabe. C'est vrai qu'il y a des similitudes entre nos peuples. En outre, nos parents ne sont pas nés ici, sont venus y travailler. On vit tous plus ou moins parqués dans les mêmes quartiers. Ici, personne ne te dit « oui, tu peux, tu es chez toi ». C'est plutôt « d'où viens-tu » Souvent, les policiers disent à mon sujet dans leur toki. Individu type Afrique du Nord. Quand je leur donne mon nom, Jean-Michel Petit-Charles, souvent ils me demandent « ta carte d'identité, elle est vraie ?» Avec un tutoiement d'office, bien sûr. Quand ce n'est pas la fouille au corps musclé. Quand Pôle emploi m'appelle pour un travail par courrier ou par téléphone, avec mon nom, le courant passe bien en général. Mais quand je pointe ma tête, l'offre n'est plus valable, voire même elle n'a jamais existé. Quand je passe un contrôle aux frontières, quand je suis dans le métro ou sur la route, partout, la foule passe et ça s'arrête sur moi. Une épreuve permanente, toujours devoir tout prouver tout le temps, à essayer de se façonner pour être accepté. On finirait par développer une maladie. Mais j'apprécie ce bled. C'est un pays civilisé, la France, c'est bien. Même si le black antillais reste affligé de tard façon légende, éternel fainéant, alcoolique, chaud lapin, qui passe sa vie à la plage à boire du rhum en jouant du tambour. De mon enfance dans les quartiers de Montreuil, j'ai souvenir de bons moments. Les problèmes sont apparus plus tard. Collège, lycée, travail. Difficile de rentrer dans le moule. Ça tient au regard des autres. Pourtant, on a les mêmes mots, le même ciel, les mêmes oiseaux.